Jean-Luc Mongrain, bonjour. Salut. Bonjour Stéphane, salut. J'ai dit mon ami. Ben oui. Je sais pas si on a le droit d'avoir le jupon qui dépasse comme ça aujourd'hui. Bien sûr, pourquoi pas. On se connaît depuis si longtemps. Et voilà, premièrement. Deuxièmement, le jupon dépasse, c'est aux yeux de ceux qui regardent. Ou qui écoutent dans le cas qui nous intéresse. Oui, peut-être que pour c'est voir encore... le jupon. Oui, mais c'est encore mieux peut-être qu'ils nous écoutent, qu'ils nous voient. Parce que, enfin, est-ce qu'on a fière allure? Oui, vous, ce matin, vous avez fière allure, Jean-Luc. Je dois dire que vous êtes assez élégant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé au seuil d'une émission de vous dire « J'ai devant moi un show pas mal too much, n'en tient qu'à moi de le rater. J'ai tous les bons invités, j'ai tous les ingrédients. » Ouais. Dans la quotidienneté des sujets, c'est clair que aujourd'hui tue un peu hier. Oui. Alors, à toutes les fois, c'est un peu à refaire. Et si on embarque dans cette mesure ou dans cette courbe-là, je pense qu'on peut commencer à se gratter la tête puis à être mal. Parce que chose certaine, c'est pas de la panique, c'est de l'enthousiasme parce qu'on a effectivement un beau menu devant nous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Luc. Il y avait plusieurs curiosités, à commencer par est-ce qu'il vous arrive de vous réveiller le matin avec une envie de tribune? Vous avez tellement, au fil des ans, fait entendre votre voix et je trouve que depuis quelques mois, le monde, mais c'est peut-être vrai depuis toujours, il est, ma foi, guillemets, très intéressant. J'aurais du matériel de façon extraordinaire, avec l'approche que j'ai toujours eue, c'est-à-dire dire ce que j'en pense, pas prétendre que j'ai raison, mais certainement d'initier un débat ou une réflexion. Alors ça, je pense que oui, il y a matière. Il y a énormément de matière. Et je vous avoue qu'il y a des matins où je me dis, j'aimerais faire partie du débat. Parce qu'il y aurait quelque chose à dire. Je pense qu'il pourrait y avoir des choses à dire, comme ce matin, par exemple, l'OTAN, le bullying de notre ami, notre président américain. Vous pensez que c'est de l'intimidation de la part du président? Je pense que c'est une méthode que l'on voit souvent dans le monde des affaires, univers d'où il est issu, ou dans le monde de la négociation, de façon générale, on dit je demande 15, je te donne 0. Et là, on trouve un mi-chemin ou quelque chose. Dans l'espoir d'arriver à 8, 7,5. On arrive où on arrive dans la satisfaction des parties. Mais souvent, la préparation, la présentation fait en sorte qu'il reste des frustrations et des déchets d'une négociation. Alors, on a peut-être déjà eu l'impression, mais ça faisait sans doute partie de j'allais dire la caricature du personnage que vous incarniez. Je ne sais pas si c'était une caricature, je pense que vous étiez assez authentique, mais est-ce qu'il y a des sujets qui, aujourd'hui, au-delà de M. Trump, qui semble allumer tout le monde, est-ce qu'il y a des sujets qui vous font plus réagir que d'autres? Est-ce qu'il y a dans l'actualité des jours, quand vous dites « je m'ennuie de ma tribune », oui. Quels sont ces sujets? Il y a des sujets les sujets qui me touchent le plus sont ceux qui mettent en exergue, en relief, l'écart qui existe entre l'agenda du pouvoir et les besoins et agendas d'une population. Et on est dans une période préélectorale. Et là, je trouve qu'il y a des façons de faire de la politique maintenant que je trouve un petit peu particulières, qui vont plus... Décalées par rapport aux besoins? Tout à fait décalées en rapport avec les besoins, parce que eux, ils ont un agenda de 4 ans. Hein? Alors, et ça va se jouer dans les prochains 3 mois. De sorte que, si on parle d'élection Québec, mais on pourrait en parler partout. Alors, cette course-là, où on assiste, à mon point de vue, au spectacle politique plutôt qu'à la réalité de la gestion du bien-être collectif. C'est beaucoup plus compliqué, la réalité de la gestion du bien-être collectif que le spectacle. Oui, et c'est peut-être moins électoralement rentable parce qu'on est encore dans une affaire où... malgré un système démocratique et que l'on a le droit de critiquer par ailleurs, il y a 10 ou 15 % de la population qui va faire la différence parce qu'on est très campé. Hein? On a vraiment cristallisé les positions dans un bipartisme, même s'il y en a 3 ou s'il y en a 4 ou s'il y en a 5. C'est un système qui favorise le bipartisme. Le système ça joue un peu à 3. Mais ça se joue à 3. Il y a toujours le tiers. Qu'est-ce qu'il fait, ce tiers? Il fait balancer le pouvoir ou encore, il prend le moment de répit de l'usure des autres. Alors, ça ressemble un peu à ça, le scénario. Mais au-delà des enjeux politiques qui sont à venir avec cette campagne, seriez-vous aujourd'hui, compte tenu du ton que vous aviez, de la liberté de parole que vous avez prise, seriez-vous préoccupé par ce que j'appellerais le climat politiquement correct? Il s'est installé au fil des ans, effectivement, un genre de rectitude politique où, et je ne sais pas si c'est en fonction
du profil médiatique qui a changé au Québec, dans les propriétés, dans les regroupements. C'est pas juste au Québec, d'ailleurs, cette rectitude politique. Non, c'est ça. Et s'est installé donc, et ici, donc on y a été touché, comme tu dis, il s'est installé un genre de rectitude politique, effectivement, où il y a des sujets qui, a priori, peuvent sembler très faciles à aborder, qui deviennent, pour toutes sortes de raisons, parce qu'il y a des groupes minoritaires où il y a une façon de réagir qui n'appartient plus à l'opinion générale, qui appartient à du commentaire sous l'anonymat. Et ça, c'est venu, à mon point de vue, contaminer un peu la capacité que nous avons d'échanger sur un sujet, fût-il un sujet chaud. Je te donne un exemple. Le Québec, on a toujours un peu de difficulté, je pense. Moi, j'ai voulu animer des tables rondes, puis tu en as fait toi aussi. On revient au même genre. Au bout de 5 minutes, on se crée des noms. Le débat fait mal. Oui, il n'est pas inscrit dans notre façon de voir notre société. Si tant est qu'on ait même un débat, parce que souvent, on cherche, avant même de faire le débat, à obtenir une espèce de consensus confortable. Oui, tout le monde voudrait. Je suis prêt à y aller, mais cependant, on ne touchera pas tout à fait à ça. Est-ce qu'un tel est là aussi, de sorte qu'on aseptise un peu la possibilité d'un échange positif parce qu'on antagonise plutôt que de servir le sujet? Alors, Jean-Luc, je vais te tutoyer puisque tu me tutoies, ça aura l'air moins dissonant. Tu penses que ta marge éditoriale pour commenter serait aujourd'hui réduite? Parce que c'est vite fait, hein? On met le pied sur quelque chose de miné et il y a un bout de jambe qui part avec. Oui, je pense que l'intention, c'est pas de la censure. Il faut faire attention entre... Non, mais de l'autocensure, ça existe. Mais de l'autocensure, ça existe. Moi, il y a des sujets dont je n'ai pas beaucoup parlé. Parce que tu disais c'est trop risqué? Non, parce que je me disais... Je parle du suicide, par exemple. Oui. On pouvait parler du phénomène grandissant, mais certainement pas d'un individu qui a posé le geste limite de son choix, fût-il mu par une crise, par une réponse fausse à un problème qu'il pouvait rencontrer. Ça, je ne parlais pas des cas individuels. Mais notre société nous crée peut-être un climat pour des gens qui ne les intéressent plus, ou eux-mêmes s'y sentent pas acceptés. Et la seule réponse serait ça. Alors, donc, ça, c'est un sujet. Mais, de façon générale, en mon sens, il y a encore de la place pour l'opinion. Mais attention, je ne parle pas de l'opinion de l'anonymat. Ça, je pense que c'est un risque terrible. C'est une des choses que je dis d'ailleurs souvent. Moi, je suis prêt à venir débattre ou échanger avec des gens qui ont quelque chose à perdre. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à risquer. À risquer, Est-ce que ça fait sens? Moi, je pense que... tu sais, dans le sous-sol, devant ton ordinateur, tu es maître du navire et tu es maître du monde. Alors, tes frustrations peuvent vouloir prendre la place d'une opinion ou d'un éditorial. C'est pas ça. Ça, c'est vraiment, à mon point de vue, quelque chose qui est déplorable, qui vient contaminer, à mon point de vue, la qualité de l'échange d'une société. Ça vient vicier, à mon point de vue, toute la dimension relationnelle possible. Tu es dans ton sous-sol, tu n'es pas content de ce que tu viens de voir, tu es bien laid. Ça n'a aucun rapport avec le sujet. Mais ça domine les conversations, les échanges entre nous. Malheureusement, je pense que ça vient un peu briser les intentions d'une société qui voudrait être cohérente, qui voudrait peut-être avancer. Mais qui ne l'est pas toujours. Non. On parlait hier matin, à la même heure, d'indignation, puis de ce qu'on est donc crinqué, puis que ça nous en prend pas beaucoup pour être indigné. Je dirais pas que ça a été ton registre, mais souvent, tu as fait l'étalage d'une indignation devant des injustices, devant des situations qui étaient surréalistes. Mais c'est encore vrai. Tu auras encore ce capital en toi? Oui, parce que on mesure la qualité d'une société, à mon sens, à la façon dont on prend soin et qu'on s'occupe des plus démunis d'entre nous. C'est le maître étalon? Moi, je pense que ça devrait être le maître étalon. Et lorsque je vois les écarts, la distorsion qui existe dans nos sociétés, pour moi, ça m'indigne. Une autre affaire qui m'indigne... Une distorsion, tu veux dire, entre les nantis et les moins nantis? Ça peut... Entre les fragiles et les moins fragiles? Et les moins fragiles. Entre des politiques mur à mur, plutôt que d'avoir probablement quelqu'un... On échappe des gens.
Et je pense que ça doit être une préoccupation. Je ne dis pas qu'on pourra amener tout le monde, mais on échappe des gens. Et je pense qu'il faut, peut-être de façon utopique, chercher à ramener ces gens-là. Alors, dans cette perspective précisément, on a vu cette semaine qu'il y a un recours collectif qui s'organise pour dédommager des personnes âgées qui ont été maltraitées. Et il était temps. Mais ma question, c'est est-ce que tu as peur d'être vieux? Parce que moi, ça m'inquiéterait, puis ça m'inquiète de plus en plus, parce que j'ai l'impression qu'on a un rapport avec nos personnes âgées, d'abord qui n'est pas très sain, J'avais cette conversation avec un ami. On va reconduire un jour ses parents en centre ou en CHSLD, comme à une autre époque, nos parents sont venus nous reconduire à la maternelle. Et à la maternelle, honnêtement, au moins, on nous faisait jouer. On nous faisait apprendre. On ne nous oubliait pas dans les coins. Je repose ma question. As-tu peur d'être vieux? Plus vieux, mettons. J'ai pas peur de l'âge. J'ai peur des conditions, du rendez-vous qu'il y a entre le temps et ma capacité physique ou mentale. Moi, d'avoir 82 ans puis de continuer à te jaser comme je te jase là, évidemment. Go, hein? J'ai aucun problème. Mais on n'a pas beaucoup de patience à partir du moment où les gens suivent moins vite. C'est de ça que je parle, dans le fond. Ouais, c'est pas d'avoir 100 ans ou 70. Voilà. Alors donc, je pense qu'aux deux bouts de la vie, on a ce problème-là. Si on n'est pas électoralement rentable encore ou productif, ou si on est plus productif et plus électoralement rentable parce que plus conscient de ce qui se passe autour de nous, je pense qu'on est un peu laissé pour compte. Et on dit on s'en occupe. Moi, personnellement, là, j'ai fait 4 mois dans un centre de gériatrie avec quelqu'un de ma famille. Là. OK? Je dois te dire une chose, là. Il faudrait que plusieurs de nos élus aillent faire un tour là. C'est beau l'administration, c'est beau la gestion, méga gestion, mais... Au ras des pâquerettes. Au ras des pâquerettes, ça, il nous en manque. Et je ne blâme pas le personnel parce qu'ils sont débordés. Pendant une fraction de seconde, vraiment, s'il y avait une caméra, on aurait pu voir que tu étais dans le mode de l'indignation. Ouais, et j'ai envie de le partager. Parce que ça pèse lourd. Oui. En fait, je ne sais pas si c'est de l'indignation ou refuser l'indifférence. Parce que moi, je ne suis pas sûr d'être tellement indigné, mais j'ai pas envie de me frotter à des gens indifférents dans la vie. Ceux qui travaillent ne sont pas indifférents, mais ils sont carrément manchots. Et ils sont devenus tellement débordés par la situation. OK? Et ça ne change pas. Il y a un hôpital à Montréal là, qui est magnifique, qui est entièrement restauré et rénové. Je ne te parle pas du CHUM. C'est beau, tout le tour, tous les services. Il y a un service qui n'a pas été touché dans sa rénovation, c'est la gériatrie. Tu rentres là-dedans, tu te dis, où sommes-nous, ma foi? Ça n'a aucun espèce de bon sens. Quand je regarde ce recours collectif qui est pris ce matin ou hier par un regroupement, tout ce que je souhaite, c'est que ce ne soit pas une récupération politique d'un organisme ou de gens qui veulent mousser leurs propres intérêts. Mais si c'est vraiment pour le service des gens, je pense qu'au Québec, présentement, le contrat social entre la population et l'État est rompu et brisé, malgré tous les efforts. C'est comme si on n'était pas capable de colmater la fuite qui se passe à cause des besoins grandissants. Mais est-ce qu'il se peut qu'il y ait aussi une nécessité pour qu'entre nous, on soit solidaire, parce que ça ne peut pas qu'être la seule responsabilité de nos politiques. On est toujours à reprocher aux politiques de ne pas faire suffisamment, mais on parque, si tu me pardonnes l'expression, nos problèmes dans leur cours. Alors, pour revenir dans des cas concrets, il y a une travailleuse sociale que nous avons rencontrée, une femme merveilleuse. Elle dit, j'ai 80 cas, 80 personnes, 80 dossiers desquels je m'occupe. J'en ai 70 qui n'ont jamais de visite. Donc, pas de famille. Je sais pas. Mais en fait, pas de famille au sens où elle n'est pas active, la famille. Il n'y a pas de visite. Il n'y a personne. Ils sont seuls. C'est inacceptable. Une visite à l'occasion, c'est ce que j'appelle la laine du cœur. Ça doit réchauffer de façon extraordinaire. Il y a comme un échec collectif dans ça. Il y a un échec collectif. En tout cas, il y a un malaise collectif que moi, j'attribue à un phénomène, l'État-providence. C'est beau, l'État-providence, mais on s'est déresponsabilisé.
Et ça, c'est un des motifs pour lesquels, moi, j'ai pas fait un grand deuil d'avoir arrêté d'être là. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que... Là, professionnellement, tu veux dire? Oui. Mon grain, est-ce que tu es en train d'être utilisé? Instrumentalisé? Ben, ouais, M. Mongrain, pouvez-vous régler ça? M. Mongrain, pouvez-vous régler ça? Mongrain n'est pas là pour régler, il est là pour faire prendre conscience que vous devez vous prendre en main puis faire acheminer vos dossiers. Là, tu as parlé de toi à la troisième personne. Tu as dit Mongrain, il est... Ben, Mongrain, c'est ça. C'est ça. Il y a des gens qui appelaient dans des services puis ils disaient « Bonjour, mon nom est Jean-Luc Mongrain. Qu'est-ce qui arrive du dossier de M. Tu sais, non. Ils usurpaient mon identité pour le faire. C'était spécial un peu. Là, tu te dis, tu peux pas régler les problèmes du monde quand même. Je reviens à ma question du vieillir. Puis c'est une question que je pose souvent à des invités. Je ne sais pas quel âge tu as. Je sais pas si c'est 67 dans une semaine. 67 dans une semaine. Cette question, c'est qu'est-ce que tu sais maintenant que tu ne soupçonnais pas à 20 ans, que l'expérience t'a donné et qui te fait voir mieux les choses? Que l'exercice de la vie doit être géré par une volonté de liberté. Victime d'un système, victime de l'aide, victime de l'État-providence, victime de tout ça, tu es, à mon point de vue, un être essentiellement en quête de sens pour la liberté. Oui, mais victime, je ferais cette supposition provocante que c'est presque aujourd'hui un statut recherché. C'est-à-dire qu'on se définit souvent comme étant les victimes de quelque chose. C'est épouvantable. Ça veut dire qu'on pense ne pas avoir les outils. On pense ne pas avoir les instruments ou être instrumenté pour organiser sa propre vie. Mais quand on est victime, ça peut avoir des conséquences. Puis, enfin, je lisais un dossier dans le magazine Le Point, justement, sur la société des victimes que nous sommes peut-être en train de créer. Puis c'est Raphaël Antoven, le philosophe, qui disait, dans ce monde, on ne veut pas seulement réparation pour soi, mais aussi des dommages pour l'autre. Et ça, c'est très inquiétant. Puis je comprends ce qu'il veut dire, évidemment. Non seulement on veut réparation, mais on veut que l'autre souffre. Mais ça, c'est dans l'être humain. Hein? Il y a une expérience scientifique qui se faisait, dont j'ignore le nom, où on mettait deux personnes, une en face de l'autre, chacun croyant que l'autre est instrumenté d'une dynamo pour vous donner un choc électrique. Mais c'est un comédien qui est là et il ne reçoit pas de choc, mais il fait une réaction comme s'il avait eu mal. Et là, il donne un choc véritable à celui qui est l'objet de l'étude. Et on s'aperçoit que l'autre monte le rhéostat pour le choc, pour lui dire « ça va être à ton tour, tu vas souffrir ». C'est, on dirait, dans la tête de l'être humain. D'ailleurs, à mon point de vue, tu sais, si tu regardes l'économie de l'humanité, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec des moments de paix qui sont un genre d'intermission entre les guerres. L'être humain est vraiment belliqueux. Cette pause de paix vous revient tout de suite après notre programme de guerre. Merci beaucoup, Jean-Luc Mongrain, d'avoir choisi d'être avec nous ce matin. Ah, c'est gentil de l'invitation. Salut.